Eric, ça va? Ça va avec toi? Moi, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Bah, ça fait, oui, depuis que je suis plus à Bouton. Ouais, je crois que ça fait 5 ans que j'ai commencé à faire du mulch. Si tu fauches quand c'est haut comme ça, ou si tu fauches quand c'est beaucoup plus haut. Puis ça dépend du pied d'herbe aussi, de la densité. Si tu passes dans de la fougère, par exemple, tu récoltes rien, quoi. Parce que fougère, c'est que du vent, quoi. Il y a rien, en fait. C'est au stade foin, non? Foin jeune. L'idée, c'est pour avoir de graines dedans. Bah, c'est Ouais, ça. ouais. À la fin de l'hiver, il restait rien, ouais. quoi. Il restait ça, quoi. Sur 20 cm que j'avais mis au départ. Ah, et du coup, t'as pas fait de travail de sol. Non, on a planté direct dedans. Ah ouais. Et là, je plantais les oignons. La terre était quand même assez dure. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire comme connerie, là? Je dis, ça va jamais pousser, c'est pas possible. Ils vont jamais pouvoir faire leurs racines. Et tu sais, on écrasait les bulbilles comme ça pour que ça puisse faire contact avec le sol. Et on a eu des oignons, mais incroyable. On récoltait, les caisses étaient à touche-touche. Incroyable. Bonjour à tous, bienvenue. Merci à Pierrick de nous accueillir à la ferme de la Citelle. Ça fait pas mal d'années qu'on travaille sur l'herbe, sur l'espace test Biopousse et puis sur des projets en commun avec le Siléban et MSV. Donc on arrive à un point d'étape où on voulait, nous, dans notre cadre, parler de l'herbe, l'utilisation de l'herbe sous différentes formes, et notamment sous forme de paillage, sous forme de mulch. Oui, donc Pierrick Bouchot, maraîcher ici à la ferme de la Citelle. La ferme, c'est 6 hectares et demi. Aujourd'hui, jusqu'alors, il y avait à peu près 1,3 hectare en maraîchage plein champ et 4 serres qui représentent 1300 mètres carrés quasiment. Comment est-ce qu'on est arrivé à l'histoire du mulch? Il y a maintenant 13 ans. On s'est installé en maraîchage assez classique, quoi. Travail du sol, désherbage mécanique, labour. Au départ, on ne voulait pas labourer, donc on travaillait juste avec le cultivateur et le vibro. C'était assez rock'n'roll. Du coup, très vite, on en est venu à labourer, et encore aujourd'hui, du fait que je bâche rien en hiver, je suis obligé de labourer, quoi. Sinon, la reprise des terres, c'est compliqué, quoi. On est parti sur les courges. On les faisait sur terre nue. Là, on est sur du terrain limono-sableux, il y a 0 argile, donc c'est bien drainant. Donc l'été, les courges, il fallait les arroser sans arrêt. Donc voilà, désherbage, plus devoir les arroser sans arrêt, c'était pénible. Et puis quelques années avant, on avait fait faire du foin par moitié. L'agriculteur n'avait pas voulu prendre la moitié, il nous l'avait laissé là. Moi, j'avais pas besoin du foin, c'était resté pendant 2 ans, 3 ans dehors. Et je me dis, si ce foin quand même, il faudrait qu'on en fasse quelque chose, on pourrait essayer les courges sur foin. Donc on a déroulé notre foin, on a planté les courges là-dedans, et puis formidable, quoi. On a planté, on a arrosé un coup à la plantation, après on n'a rien fait, quoi. On a attendu que ça pousse, et puis c'était une récolte monumentale, quoi. On a dit là il y a un truc à creuser là. J'étais pas du tout équipé pour faire du mulch, et d'ailleurs je crois qu'à l'époque j'avais pas entendu parler du mulch. Et on a eu un stagiaire BPREA qui, l'avantage des gens qui sont en BPREA, c'est qu'ils voient plein de choses, qu'ils n'ont pas le nez dans leur ferme, et du coup ils nous font découvrir des trucs aussi. Et puis il nous dit, tiens, j'ai vu une vidéo sur le mulch en Allemagne, tout ça, et donc il nous montre la vidéo sur YouTube. Une ferme en Allemagne qui travaille beaucoup avec le mulch. Donc on a vu comment ils se débrouillaient pour faire le mulch, tout ça, et je dis faut qu'on... La ferme fait 6 hectares et demi, j'ai de la prairie, il faut que... ce serait bien qu'on la mette à profit et voilà, qu'elle nous serve, quoi. Donc il a fallu le temps de trouver le matériel, c'était pas simple. La première année, c'était donc il y a 6 ans, c'est un voisin agriculteur qui est venu avec sa tarupe et une remorque distributrice d'herbe qui sert pour alimenter ses vaches. Donc on a fait un peu de mulch ensemble, et puis avec sa remorque distributrice, il a déposé un andin sur le côté de la remorque. Puis après, il fallait qu'on étale à la fourche, quoi. Alors déjà, l'andin, il s'est cassé la figure dans le passage de roue de tracteur, donc il a fallu que je m'amuse à tout déplacer l'andin à la fourche pour repasser un coup de cultivateur pour détasser le passage de tracteur. Donc je dis là, non, techniquement, ça va pas faire là. Et puis l'année d'après, je me suis équipé donc avec une tarupe et avec un épandeur à fumier, ce qui était utilisé dans la vidéo qu'on voyait sur une ferme en Allemagne.
Et donc depuis 5 ans, je fais du mulch que j'utilise pour les courges, sur les choux d'hiver. Bah, c'est super quoi. On plante, on arrose et puis on attend quoi. Puis on récolte. Et en général les choux sous le mulch ils sont contents quoi. Ça y va quoi, ça pousse quoi. Cette année j'ai fait pas mal de primeurs sur mulch. Ce qui n'est pas forcément a priori très judicieux parce qu'en termes de précocité, voilà, c'est pas voilà. Sous le mulch, forcément la terre se réchauffe moins, donc on a moins de, c'est moins précoce quoi. Les avantages, ils sont assez clairs, hein, c'est quasiment zéro désherbage à part les vivaces, forcément. La doche passe à travers, le chardon passe à travers. Surtout ce qui est annuel, forcément, ça passe pas quoi. Enfin ça passe pas, ça dépend l'épaisseur qu'on met quoi. Moi je mets 20 cm et là ça passe pas. J'en étais où? Oui, avantage inconvénient, donc zéro désherbage, enfin zéro à part les vivaces. L'arrosage c'est zéro quoi. On arrose à la plantation et après c'est fini. Et puis l'apport en termes nutritifs pour la terre quoi. Voilà. Après il y a des inconvénients. Qui sont techniquement, là vous voyez avec le vent qu'il y a là tout de suite, faire le mulch ça devient limite parce que le mulch c'est bien quand il arrive dans l'épandeur et pas à côté de l'épandeur parce que l'herbe est quand même légère. Alors quand l'herbe est mouillée elle est plus lourde donc elle va plus là où on veut, mais quand là par exemple là cet après-midi c'est bien sec, l'herbe elle vole bien quoi. Alors après on peut pallier un petit peu à ça en essayant d'aller plus vite. Il y a un flux plus important d'herbe, ce qui fait que c'est moins emporté par le vent. Mais bon, faut jouer quoi. Et après, pour l'épandre, l'herbe, c'est la même chose. S'il y a du vent, au lieu d'épandre sur la planche, ça dépend sur la planche d'à côté. Mais bon, ça, on peut pallier à ça en installant un carter que j'ai pas encore installé sur mon épandeur. Mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, lors d'un comité technique maraîchage. Groupe d'échange maraîchage, là, quand on était chez Emmanuel Mury là, à Saint-Ursin. Lui il épand du compost avec un carter, ce qui fait que voilà, son compost il arrive pile sur sa planche quoi. Et pour le mulch il faudrait que je fasse la même chose quoi. J'épand, ça arrive sur ma planche et point quoi. Donc il faut installer un carter derrière pour que ça tombe juste où il faut et que ça s'envole pas partout quoi. Autre inconvénient, c'est long à faire quand même. Toutes mes planches de culture font 40 mètres de long sur 1 m 40 de large, donc ça fait grosso modo 60 mètres carrés. Enfin quand je suis dans une parcelle assez grande où j'ai pas trop de manœuvres à faire, il me faut 3/4 d'heure, 50 minutes s'entraîner pour faire mon tour complet quoi. C'est-à-dire j'attelle ma tarupe, j'épand. Je mets mon herbe dans l'épandeur, c'est pas si simple, j'y reviens après. Alors, par ici maintenant. Une fois que mon épandeur est plein, je dételle ma tarupe et puis je vais sur ma planche pour épandre. Je reviens et je rattelle quoi. C'est une unité quoi, un épandeur, une planche. Sauf que pour réussir à faire un épandeur, déjà la tarupe elle fait un tas en fait dans l'épandeur. Ça fait une pyramide d'herbe dans l'épandeur, mais après il faut que je l'étale dans l'épandeur
Il faut qu'elle soit donc étalée et tassée de manière uniforme, de manière à ce que quand j'épand, je me retrouve pas avec 40 cm d'herbe à un endroit et puis 10 cm à un autre, quoi. Quand il arrive comme ça, qu'il est juste envoyé par la tarupe, il se tasse pas tant que ça en fait, parce qu'après moi je monte dans l'épandeur, tu vois, pour le tasser, pour avoir ma bonne densité d'herbe, pour avoir suffisamment d'herbe dans mon épandeur, pour pouvoir faire ma planche entière, quoi. Parce que repasser une deuxième fois sur la planche, quand on peut faire une planche, un épandeur, c'est pas mal, quoi. Mais là c'est le fruit du hasard en fait, c'est parce qu'on a trouvé un épandeur bah, de mémoire j'ai tâtonné un peu au départ, parce que c'est pareil, l'épandeur, bah, il faut bien régler l'avancement du tapis de l'épandeur. Je crois que là l'avancement du tapis doit être au maximum, parce que si je vais trop lentement, bah, voilà. Et puis après, bah, faut gérer l'avancement du tracteur et le régime moteur du tracteur. Et du coup, bah, une fois qu'on a ça, voilà. Donc forcément au départ on tâtonne, quoi, hein. Je sais pas, ça fait des morceaux comme ça, quoi, à peu près, quoi. C'est entre l'herbe de tombe et la faux chauffage. C'est ça, ouais, voilà. Donc bah, l'avantage c'est que ça se répartit bien parce que ça fait pas des fibres trop longues, que ça s'en mêle pas quand tu veux essayer de l'étaler, etc. Quand des fois il y a besoin de repasser à la main un peu quand même, hein, mais l'épandeur dégrossit bien le travail quand même. Et puis il n'y a pas trop de tassement non plus, quoi, parce que plus la fibre est courte, comme de la tonte d'herbe, plus ça, voilà, ça colle et ça fait un truc vraiment pas terrible, quoi. Voilà, pas trop oxygéné dessous. Et là on a vraiment un juste milieu qui est bien, quoi. Voilà. Et pour le stockage, tu envoies direct ou tu as un moment où tu le stockes? C'est-à-dire, est-ce que non, ça fermente? je le fais en direct, ouais. Quoi. Je ramasse et j'épand aussitôt, quoi. Si tu veux nous préciser le système, parce que du coup tu nous as dit j'ai réduit un peu la surface d'à peu près 1 hectare en culture, en plein champ et sous abri, sur 6 hectares et demi total. Ouais. Ça veut dire que tout le reste est en prairie permanente et en prairie temporaire intégrée dans les rotations. Et je voudrais bien savoir aussi si tu utilises des engrais verts. Jusqu'à l'année dernière, il y avait 1,3 hectare cultivé en extérieur. Là je suis passé à 8000, donc j'ai diminué d'un tiers, quoi. Doit y avoir de mémoire, il doit y avoir à peu près 2 hectares et demi de prairie permanente que j'utilise pour faire du mulch ou du foin. Ils sont en permanente parce que tu ne peux pas les mettre en culture, c'est trop humide? C'est voilà, parce que je suis c'est en bord de rivière ou en bord de zone un peu marécageuse, quoi. Donc je ne peux pas les mettre en culture et j'ai pas l'intention de les mettre en culture. Et le reste c'est des espaces, qu'on a laissés sauvages, quoi. Tous les hivers, quand j'y arrive, je mets du seigle en engrais vert sur tout ce qui est libre au moment où c'est possible de semer l'engrais vert, quoi. Le seigle. Et en engrais vert d'été, donc sur les 3000 m², c'est sarrasin, quoi. Sarrasin, ça me plaît bien. Là seulement pour l'année prochaine, il faudrait qu'il soit fait maintenant, quoi. Tu vois, pour anticiper par exemple derrière mes primeurs, si je sais ce qui vient l'année prochaine, bah, je sais ce que je dois faire bientôt dans mes primeurs, quoi. Alors que quand on fait l'assolement au mois de décembre, bah, un peu tard, quoi. Mais bon, entre minuit et 2 h du mat, on peut faire ça, hein. On a le temps, hein. On fait un petit tour? Bah oui, on va passer par là. C'est jumelé, ouais. C'est jumelé avec un seul tracteur. Okay. La tarupe, vraiment, on va la voir tout à l'heure. En fait, le tracteur, bon, bah, le tracteur, il est là à ma place. Bon, là, il y a les bras de relevage, le 3 points. Le cardan, là, il va sur la prise de force du tracteur. Donc, ma roue de tracteur, elle arrive ici. Et la tarupe, elle est à côté, ici, là. Et il y a un petit trou, là, dans la tarupe. Et j'enquille ça dans le petit trou et après ça se bloque sur une glissière de la tarupe qui est à ce niveau là. Et là il y a un truc qui vient se mettre dedans qui fait que ça bouge plus, quoi. Voilà.
Et la tarupe, elle est ici, elle est à côté du tracteur. Et la goulotte s'en va dans l'épandeur ici. Atteler et dételer quand on a le coup de main, ouais, c'est histoire de... Oui, on a largement pour moins de 5 minutes à dételer et à rateler, quoi. Mon herbe là pour faire 60 mètres carrés à peu près, je suis à ce niveau-là, au bord de la planchie, de la petite ridelle là, jusqu'ici là. Donc c'est plein de manière régulière et tassé au pied, quoi. C'est-à-dire quand mes pieds s'enfoncent plus dans l'herbe, j'ai la bonne densité, quoi. Voilà. Après j'ai rajouté les petites ridelles sur le côté parce que quand ça envoie l'herbe, autrement ça va à côté, quoi. Je sais pas, 20 cm ça me semblait bien pour éviter les adventices. Mais après peut-être faudrait que j'essaye sur moins. Après quand je dis 20 cm, je me promène pas avec mon double décimètre non plus, quoi. Donc effectivement il y a des endroits où je peux avoir un bon 20 et puis il y a des fois où je vais peut-être me rapprocher plus près de 10, quoi. Mais C'est plantation manuelle? ouais. Sans d'autres passages, tu mets pas de rouleau, tu fais... Non, je les pends et je plante directement derrière. Donc je fais ça à la main. Je sais qu'il existe un outil là, un plantoir, je sais plus comment ça s'appelle là, on le prend à deux mains, ça écarte et... Le Spoutnik là? Il faut le prendre en main quand même. Mais ça, Pour en casser 2-3 pour... voilà, on en prévoit un chaque année pour le stagiaire. Mais Odja, il n'a pas encore cassé. L'intérêt de la prairie, c'est que tu n'as pas besoin de la préparer, la semer, tu la laisses pour un moment. Si elle est en prairie temporaire et si elle est en prairie permanente, elle est là, elle pousse toute seule. Donc tu la récoltes, tu la transfères, c'est à toi de gérer le moment où tu la fauches. Normalement, on a fait des analyses d'herbe, nous, c'est comme un engrais vert, ça doit être au stade pré-floraison pour avoir le bon rapport carbone sur azote. Ce qu'on a fait à Biopousse, nous, c'est qu'on fauche l'herbe au bon stade. Les analyses qu'on avait fait, c'était entre 17 et 30, avec une valeur fertilisante qui était vraiment intéressante, et un compromis entre un fertilisant, un engrais et un amendement. Et compromis aussi avec la quantité de biomasse que tu fais. Plus tu attends, plus tu as de biomasse, Oui. mais plus tu as un produit qui est carboné, et plus tu risques d'avoir de graines. Ouais. Les porte-projets qui avaient essayé à Biopousse, tardivement, du vieux foin, coupé en juillet avec plein de graines de doche, tu te le reprends dans les dents l'année d'après, quoi. Ah ouais. Donc ça c'est pas génial et t'as pas le même effet sur le sol. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on fauche à la bonne date, on transfère. Alors l'idée c'est de pas faire ça sur toutes les cultures, mais de faire ça sur les cultures qu'on a besoin au moment où l'herbe est disponible. Du coup, nous sur la côte c'est plutôt du 1er mai la fauche au bon stade, ça dépend des années, hein. L'année dernière c'était il y a 2 ans un peu plus tôt. Et même si le céleri on le met 15 jours après, on met le mulch à ce moment-là. Ouais, bah oui, une fois qu'il est mis, moi ça m'arrive de mettre du mulch. On plante plus tard. Le mulch qu'on a essayé, je vous ferai voir tout à l'heure, sur la tomate sous abri. Alors on n'a pas l'épandeur, on fait de la brouette, parce que les surfaces sont quand même un peu plus limitées. C'est qu'on fait de la plantation sur sol nu en monorang, ce qui se fait beaucoup maintenant, sur du concombre, sur la tomate et autres. Monorang plus serré avec le même nombre de plants. On commence en sol nu. On n'a pas le risque qu'on a souvent en MSV avec un paillage qui est toujours couvert, qui amène de l'humidité et des risques de gel. Donc ça m'arrive de passer le pouce-pouce au pied du rang de tomate. Et comme mon herbe est prête, je balance au pied. Une culture en quinconce, ce serait galère d'aller mettre le mulch de chaque côté. Certains, s'ils veulent avoir un effet plus fertilisant, ils coupent un peu plus jeune, c'est un peu plus azoté. Ça se détruit un peu plus vite et du coup on peut faire même un deuxième apport. Puisque ça ne nous gêne pas. On pourrait fractionner comme ça les apports. Donc sur l'herbe, en fait, il y a plein d'utilisations, je vous en parlais tout à l'heure. La luzerne dont tu parlais, en fait, on peut faire jusqu'à 4 coupes par an. Et les essais de la station Dorée dans le Morbihan, c'est de prendre l'herbe, de la récolter, de l'épandre, mais de l'incorporer. Et là, du coup, on est sur de l'herbe incorporée fertilisante, comme si tu mettais du bouchon. Et les résultats faits sur 5 cultures différentes sur 5 ans, on arrive avec modalité engrais du commerce, modalité luzerne, fauché, épandu, incorporé, au même rendement. Et cette luzerne-là, elle peut rentrer dans le système, parce que là, on parle d'itinéraire à chaque fois, comment on gère un itinéraire. Et après, c'est voir comment on rentre la luzerne ou la prairie temporaire dans le système pour qu'il y ait un bénéfice de faire du transfert de fertilité et les bénéfices aussi de mettre de temps en temps des parcelles en légumes. Alors au-delà de ce que tu disais, 1 an en engrais vert, c'est d'aller au-delà et de mettre de la prairie temporaire sur 3, 4, 5 ans, pourquoi pas. Parce qu'on en reparlera tout à l'heure, c'est la prairie aussi qui va permettre de gérer et de faire le bilan humique sur l'ensemble de la ferme.
Mais il y a plein de possibilités. Mulch d'herbe, brun plutôt long en surface, brun plus court incorporé au sol, c'est de l'herbe fertilisante. Certains ont essayé, en Suisse notamment, de faire de l'ensilage. Si tu veux l'utiliser plus tard, tu ensiles, tu épans. Par contre, après, souvent ça dégage un peu d'ammoniac, donc il faut attendre pour planter, il ne faut pas faire tout de suite. Et dernière chose, c'est le compostage. Ils arrivent à composter de l'herbe comme ça, le faire monter en température et d'avoir une valeur fertilisante comme un fumier de bovin. On n'en met pas la même quantité, mais on est à peu près en termes d'unité à dans le même ordre de grandeur. Donc 5 unités d'azote et en 2,5 de phosphore et on va dire 7 de potassium. En termes d'activité biologique mesurée dans le sol, c'était également assez net la différence entre sol nu et mulch. On avait une activité, des indicateurs d'activité biologique beaucoup plus élevés sous mulch du fait de ce lissage, de cette atténuation des alternances humidité, dessiccation, chaud-froid. C'est assez parlant aussi. Ce qui est assez étonnant, c'est la dynamique des racines. Parce que je parlais tout à l'heure de la tomate que je mets en sol nu, que je passe le pouce-pouce au pied, et dès que je le mets le mulch d'herbe, frais, vert, j'arrose, je fais le plein du sol, très vite tu vas avoir les racines qui n'étaient pas en surface, en quelques jours, qui vont revenir, et qui vont venir se nourrir à l'interface entre la surface du sol et le mulch. Alors là, tu as cloport, tu as tout ce que tu veux, des invertébrés qui vont se développer, et plein de petites boulettes fécales en surface, tu vois que ça bosse, ça travaille, les vers de terre reviennent. Et si tu arrives à maintenir, l'enjeu c'est de maintenir l'humidité de ce mulch-là, pour qu'il y ait justement cette dégradation progressive, et tu as moins les à-coups que tu peux avoir avec des engrais du commerce. J'ai 2 années de mesure, mais c'était net. Ouais. En quantité, on avait moins d'azote libéré sous mulch qu'avec l'itinéraire fertilisé classiquement. Mais en termes de rendement, on se retrouvait au moins avec des rendements équivalents, voire un peu supérieurs. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est le lissage qui s'adapte plus aux besoins de la culture et donc avec moins de pertes finalement d'azote du système. Toi Pierrick, tes prairies, tu les entretiens pas du tout, tu les fertilises pas? C'est 13 ans qu'on pompe dessus. Ok. Une coupe ou plusieurs coupes? Non, une seule coupe. Une seule coupe? Ouais. Ok. Juillet, août, septembre, ça pousse, je laisse comme ça, quoi. Après l'hiver, ça se couche, puis au printemps, ça repousse. Je me prends pas la tête, quoi. En fait, ce qui est intéressant avec l'herbe, c'est que au moment où elle est bonne pour faucher, c'est là que le sol a besoin d'être couvert, en fait. Il y a une correspondance entre avant, on peut essayer en MSV, ça marche bien sur certains itinéraires, etc., mais il y a des risques de gelée, des retards de précocité. On pourrait se dire, je peux être en sol nu jusqu'à ce que mon herbe soit prête. Avant, mon sol est un peu froid, ou il est trop humide, etc. Et au moment où il a besoin d'être couvert pour l'humidité, mon herbe est prête, et c'est là que je la transfère. En fait. Et cette herbe-là, elle est utile en couvert jusqu'à septembre. Et du coup, on a bien la prairie temporaire, on fait du transfert de fertilité. Dans la prairie, il faut choisir sa composition en graminées et légumineuses. Souvent, on va mettre 50%. On ne va pas faire des coupes tout le temps, parce que sinon, on va être obligé de fertiliser la prairie. Et puis un engrais vert, tu parlais du seigle, etc. En fait, en engrais vert, l'objectif, c'est vraiment de le broyer, de le restituer au sol. Et c'est de ne pas l'exporter. Après, dans les rotations, on pourrait mettre des céréales qui sont exportées. Mais là, l'idée, c'est quand même à chaque fois de ne pas faire de transfert, de restituer au sol. Si tu avais, par exemple, un engrais vert, je sais pas, seigle, févrole ou seigle à pois, etc., que tu couches avec un rouleau falque, etc., donc tu plantes tes courges à travers. Ça te fait un mulch quand même. Ça ferait un match, on aurait un peu le même effet, quoi. Ouais, c'est un même effet. Tu mets une céréale, pareil, et puis on couche et on plante derrière. Sol trop sec, c'est toujours le problème, c'est comment tu plantes. Quand tu n'as pas l'irrigue et que tu ne peux pas remouiller, ça devient très compliqué pour planter. Mais théoriquement, ouais, sur des grandes surfaces avec le matériel adapté, même mécanisé ou à la main, il faudrait pouvoir remouiller pour éviter cet écueil-là. C'est clair que la difficulté quand on simplifie le travail du sol, ça simplifie des choses, mais ça complique d'autres comme la plantation. Est-ce que vous avez fait des comparatifs avec la tonte de pelouse? Parce que nous justement on peut récupérer plein de tontes par des paysagistes. On les pend, mais c'est très chronophage. Et par rapport à quel moment ça libère,
Parce que vous faites aussi... Non, juste en mulching, en surface. En fait, j'ai un camping à côté de la ferme et du coup, toutes les 2 semaines, on tonte camping. Et toutes les 2 semaines, on a l'équivalent d'un jardin en herbe de tonte. On fonctionne en jardin, ça fait 360 mètres carrés, une tonte. En fait, quand on tond, on essaie de trouver un endroit où on va bientôt planter et du coup, on les pend à cet endroit-là et le mieux, c'est de le mélanger avec de la paille, quoi. On fait herbe de tonte plus paille. Ouais. Sinon, au bout d'un mois, il reste plus d'herbe, tout est bouffé. Ouais, par étage, ouais. Oui, on s'embête pas. Ouais, d'abord herbe, après paille. Par rapport à l'herbe, c'est très pailleux. Enfin, Ça prend du temps, il faut l'aérer parce que sinon ça... Après, ça peut être des maladies, etc. En grès, pour compléter la paille, Là, c'est un ça starter. ne s'agglomère pas parce que les quantités sont limitées. Mais là, du coup, ça libère très rapidement. Ouais. Ça. Ouais, c'est Bon, nous on l'utilise en booster comme ça, démarrage. Et vous en remettez après en cours de la saison? Bah non, parce qu'il y a de la paille par-dessus et puis je sais pas. Du coup, tu balances le carbone de la paille. Voilà, on nuance un peu. Ouais, Du coup, on n'a pas de fin d'azote, ça vient casser la fin d'azote. Puis après, une fois que l'herbe est bouffée, c'est la paille qui prend cette bouffée. Donc nos céleris raves, par exemple, ça marche trop bien là-dessus. Par contre, là, on met pas mal d'herbe pour le céleri. Un des gros avantages, c'est ça, c'est supprimer la fin d'azote qu'on avait vraiment de manière très marquée avec la paille, comme tout le monde sait. Et là, on évite ça, donc on gagne du temps sur le développement de la culture et puis c'est tout bénef, quoi. On a des céleris depuis qu'on les fait sur mulch. Le céleri, c'est une plante de fossé à l'origine, donc ouais, ça aime bien le cul. Bah, il lui faut de l'eau, hein, donc. Les poireaux sans les piquer sur mulch, ça marcherait. Là, cette année, j'ai essayé sur un rouleau de foin que j'ai déroulé. Ça a l'air pas mal. On va peut-être passer devant. Enfin, non, je peux passer devant. Des petits levées parce qu'il y a eu des pluies. Donc là, c'est pas du mulch d'herbe que j'ai mis, c'est du foin. Il y en a pas trop épais, quoi. Ce qu'on avait voulu faire aussi pour conclure ce cycle-là de 5 ans, c'était d'essayer de redimensionner ça à l'échelle du système. C'est quand même plus simple quand on sait où on va, quelles sont les successions culturales, la rotation que je mets en place, interculture en grès vert, à tel moment prairie temporaire, à quel moment je la casse, je récupère, je fais un mulch d'herbe, là je fais pas de mulch d'herbe l'année d'après, etc. Donc cette approche-là système, elle est très abordée en grande culture où on utilise moins d'intrants extérieurs en engrais. Donc il faut mettre de la prairie, il faut mettre des luzernes en tête, on fait du métail, des mélanges aussi pois, légumineuses avec des céréales pour que ça fonctionne. Et ça on l'a pas trop en maraîchage et notamment maraîchage diversifié. Dans les producteurs, j'en parlais avec Gonzague, il fait un peu de prairie temporaire en rotation. Chez les autres producteurs, est-ce que vous mettez de la prairie temporaire dans les successions culturales de légumes? Un petit peu? Un petit peu, ça veut dire quoi? Ça revient tous les combien la prairie? Tous les 3 ans. Parce que c'est ma 3e année. D'accord. Je la laisse en prairie. L'année prochaine, l'année suivante, c'est de la mulcher sur la planche d'à côté. Ouais. Et tourner comme ça. Okay. La planche d'à côté, la cultiver, puis la laisser en prairie. Puis l'année suivante, quand tu dis prairie, la mulcher. tu sèmes prairie ou tu laisses repartir en végétation? Alors oui, bah, alors, soit prairie semée, soit levée spontanée. Et tu fauches et ça fait une prairie. Et je fauche et voilà. Nous, c'est vrai qu'en maraîchage, on est sur une production agricole qui demande beaucoup d'intrants, c'est des cultures gourmandes et qui viennent, ces intrants-là de l'extérieur. Et ce qu'on peut, si on réfléchit son système, si on a assez de foncier, créer un système un peu vertueux où on va avoir dans nos rotations justement des prairies temporaires, des prairies permanentes peut-être qui sont humides mais qu'on peut utiliser dans le système, utiliser en interculture un peu systématiquement des engrais verts. Alors actuellement, enfin normalement dans l'appellation d'engrais vert c'est moins d'une année. Donc les engrais verts de plus longue durée, ça va être une implantation de septembre, destruction d'avril de l'année d'après pour remettre des cultures, jusqu'à du sarrasin des fois qu'on laisse 5 semaines, du coup qu'on fauche avant, sur des engrais verts d'été sous abri. Donc on a des grands différentiels comme ça.
un stade de fauche plutôt pré-floraison et incorporation au sol. Et à l'autre bout, on a plutôt de la prairie temporaire qu'on va installer, alors minimum 2 ans, quand on peut, et jusqu'à 4, 5, dans la littérature, normalement c'est jusqu'à 50 prairies temporaires. Et là, je vous ai fait un exemple, du coup, avec un système de rotation avec 50% de prairies dans le système. Je vous ai mis en introduction, voilà, est-ce qu'on peut essayer de valoriser l'herbe sous toutes ses formes, donc prairie. On utilise l'herbe de la prairie qu'on transfère sur des parcelles de culture. Casser la prairie pour remettre en culture des légumes qui sont gourmands. Faire de l'herbe fertilisante en petits brins et ponctuellement sur des cultures en complément ou des cultures courtes. Et essayer de voir si un système comme ça est possible. Alors, si on remet en situation, en fait, on regarde des documents comme le FIBEL suisse, là, qui est un groupe de recherche, pour eux c'est l'élément clé de la fertilité des sols, la prairie. Je vous ai mis aussi la référence d'Alain Peters, qui est un agronome belge qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a une vidéo intéressante sur vers de terre production, qui pour lui, pour avoir un système durable, à peu près autonome, on a besoin d'avoir dans nos parcelles de culture, notre assolement, des rotations, 40 à 50% de prairies. Pourquoi on a travaillé là-dessus? C'est aussi parce qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui veulent faire de la micro-ferme, peu mécanisée, et qui se disent bah tiens, on a trouvé 5000 m², on va cultiver 4000 et c'est cool, c'est parti. Sauf qu'il y a beaucoup de la fertilité qui vient de l'extérieur. Donc c'était de se dire, est-ce que si on va vers cette optique-là, comme ils font en grande culture, où on cherche une certaine autonomie, soit totale, soit partielle, et ben la base d'une agriculture durable, c'est la prairie. Combien il faut que je mette de prairies dans mon système pour que ça fonctionne? Et quel ratio il faut? Alors au départ, on se dit, le mulch c'est super, je vais le mettre partout. Ouais, d'accord, mais s'il faut 8 surfaces d'herbe pour une surface en culture, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est pas défavorable pour le gène, pour la précocité? S'il n'y en a pas besoin, ça ne sert à rien d'apporter à ce moment-là. L'idée, c'est en tout cas d'équilibrer les entrées et les sorties. On en parlait tout à l'heure sur le bilan chimique. D'avoir des pratiques plutôt aggradantes qui améliorent le sol que dégradantes. Donc c'est là qu'on est un peu différent sur l'approche MSV où on fait des apports massifs d'un coup et on voit comment ça évolue. Là, l'idée, c'est d'avoir une base de départ. Souvent, on part sur une vieille prairie. Le taux de matière organique descend très vite. Et comment on peut maintenir ce taux de matière organique et maintenir la fertilité? Donc je suis en situation, j'ai fait des assolements, des rotations. Vous relirez le petit document. Et on utilise l'herbe soit en cassant la prairie, soit en transférant, comme vous voyez sur la photo là. On fauche et on transfère sur une culture comme la tomate. Donc l'idée c'était de voir est-ce que c'est possible, quel ratio surface cultivée, surface en prairie pour que, sur le papier en théorie, parce que ça, quand on commence à faire de la recherche biblio, qu'est-ce que amène en humus au sol une prairie, ça dépend du type de prairie, ça dépend du type de sol, ça dépend du nombre de fauches, etc. Donc on fait des moyennes. Donc quel ratio on peut avoir? Est-ce que c'est suffisant pour maintenir la fertilité du sol et la fertilisation des cultures? On garde souvent l'azote pour les cultures, notamment gourmandes de légumes. Et les avantages, les inconvénients de la pratique, Pierrick en a parlé tout à l'heure, la mise en œuvre, qu'est-ce qui est compliqué? Tu augmentes là comme quasiment la charge de travail parce que je vois les haricots, donc tu travailles ton sol, tu sèmes les haricots, tu fais un butage ou un désherbage et après tu mulches. Ah ben, j'ai pas dit qu'il fallait faire du mulch sur les haricots. C'est à toi de voir si c'est pertinent. Oui. Sur la durée de la culture, sur la facilité de mettre en œuvre. Quand on met du paillage plastique aussi, on le disait tout à l'heure, il est où Clément? Déjà j'ai la flemme de mettre le plastique, tu sais que derrière il va falloir biner quoi. Si tu mets en avance un paillage plastique ou organique, ça peut être chiant mais tu gagnes du temps pour la suite. Et c'est pour ça que le mulch, il faut bien distinguer sur quelle culture je vais faire, quelles ressources je peux avoir et là où je peux avoir du bénéfice, quoi. Et le fait d'alterner des moments où il y a du mulch, des moments où il n'y en a pas, par exemple si je fais une courge avec du mulch, on avait dit que ça apportait le côté engrais pour la courge qui est gourmande l'année 1, mais l'année d'après, ça ne sert à rien de remettre un autre mulch. Là tu mets des cultures semées en direct, tu peux mettre du haricot, tu peux mettre des oignons, tu peux mettre des carottes, et là tu bines, quoi. Et tu alternes ces phases-là. Il y a des pratiques comme chez Régis et Nicolas où voilà, on alterne aussi les couverts. Il y a une bâche d'occultation, il y a de la paille, pour les qualités, ça peut être du compost de déchets verts, et ça peut être une alternance comme ça de pratique. Un engrais vert de temps en temps. Après ça veut dire que si tu travailles ton sol pour faire des carottes derrière un mulch par exemple, l'année suivante, c'est-à-dire que tu vas remonter des mauvaises herbes, etc. Ah bah tout le temps, ouais. Voilà. Ouais.
Mais voilà, ça va être une gestion globale du système. C'est pour ça que quand on réfléchit juste itinéraire, on ne peut pas avoir oui, ça dépend de des ressources, des choix de conduite. Ouais. Donc ça, c'est vraiment particulier. Donc la composition de la prairie, les techniques de destruction de la prairie. Il y a des techniques un peu modernes. Vous pourrez regarder ça sur cette vidéo de Peters où on essaie de passer avec un rota, mais alors lui, il peut à 3 cm. Nous, c'est plutôt à 5-10, mais déjà on est moins agressif et après on décompacte avec un outil à dents ou un fissurateur. Et là, on est moins agressif sur le sol, on fait moins de passages et on apporte tout le bénéfice de la prairie. La prairie, c'est tu vois Thibaut qui disait l'autre fois qu'on était en visite, le sol après une prairie, c'est quand même autre chose. Quand on a les graminées avec des légumineuses qui travaillent, il y a effectivement la phase de destruction, mais c'est clair que si on a fait 4-5 ans de culture, remettre en prairie 3-4 ans, on retrouve de la structure, on retrouve la matière organique. Une prairie, en fait, va capter, Mathilde, elle est où autant en termes de carbone qu'une forêt, quoi. Donc nous, on ne cherche pas un sol de forêt, on cherche un sol de culture. Et en fait, dans nos systèmes agricoles maraîchers, il faudrait un sol qui ressemble à une prairie, mais en culture. Et les travaux qui ont été faits, il y a différents travaux qui ont été faits, et l'idée c'est de retrouver un équilibre entre les bactéries en termes de biomasse dans la vie du sol, entre bactéries autant que les champignons. Et pas forcément que les champignons ou que les bactéries. Et c'est ce qu'on retrouve souvent dans l'équilibre d'une prairie. Voilà, puis on en a parlé tout à l'heure, c'est les problématiques techniques de récolte, transfert et de dépose de l'herbe. Donc vous lirez ça, les surfaces, etc. Le bilan hémique, il est correct, avec à peu près 50% de prairies temporaires dans les rotations plein champ. Mais il faut apporter aussi du mulch sous abri pour équilibrer tout ça. Donc soit il faut plus de prairies temporaires encore, ou comme ici, avoir une prairie permanente, dans un coin, en pente ou un peu humide, qu'on peut valoriser sous cette partie-là. Donc le résultat des calculs théoriques avec les entrées et les sorties, c'est qu'on avait besoin de 2,5 hectares en prairie pour cultiver 1 hectare. Donc déjà le ratio il n'est plus le même entre 8 pour 1 là. Là on a 2,5 hectares pour 1 hectare cultivé. Avec 50% de prairies temporaires. Donc je vous ai mis en annexe 1 les rotations. Il y a 6 ans de prairies temporaires, on repart en légumes pour 5 ans et on remet en prairie. Le postulat de départ c'est de se dire il me faut la moitié de mon assolement en prairie pour avoir un système durable. Alors non seulement vis-à-vis de la fertilité, mais aussi à la gestion des maladies, des ravageurs qui jouent là-dedans. Il y a des maraîchers, alors ça c'est réimplanter un petit bout en prairie tous les ans et en casser un petit bout. Il y a d'autres systèmes où des maraîchers sont sur 3 hectares, ils cultivent pendant 4 ans les 3 hectares, ils ont une prairie à côté et la 4e année ils vont casser la prairie et basculer tous les légumes de l'autre côté. Non, tout dépend. Là je suis parti dans l'optique d'être autonome complètement. Si tu es limité par le foncier, ou voilà, tu fais une prairie que de 2 ans, mais c'est toujours bénéfique de faire rentrer la prairie dans le système. Donc ce ratio-là, il est déjà plus proche, il faudrait le vérifier. Donc ça, c'est une entrée déjà en termes d'humus, j'en perds pas. Et j'en gagne un petit peu en ayant ces pratiques-là de détruire la prairie et de faire des transferts de mulch. Après, il y a l'apport, on regarde surtout le bilan azoté par rapport à nos cultures. Donc on a choisi en annexe 3 quelques cultures, les besoins et ce qu'on amène. Et globalement, il y a un petit déficit, on est sur les besoins maximaux, mais avec ce qu'on apporte en mulch, en destruction de prairies, normalement, on n'est pas très loin d'avoir un équilibre sur le bilan azoté. Donc là encore, en théorie, ça devrait fonctionner. Voilà. Il y a pas mal, on n'est pas parti de rien. Il y a des travaux qui ont été faits pas mal en Suisse, en Allemagne, un peu en Italie, justement sur les systèmes de ferme sans intrants animaux. Donc là, ce que je dis, c'est si on n'a pas accès à une ressource animale de qualité à proximité. Le souci, ça va être la quantité de la matière organique qu'on peut avoir, aussi la qualité, d'où elle vient et comment elle est transportée. Donc les recherches qui ont été faites en Suisse sur du maïs, sur des céréales aussi, c'est des systèmes où il n'y avait pas d'intrants animaux et dit comment on fait pour gérer la fertilité sans ça. Donc ça fonctionne très bien. Il y a des grosses fermes aussi en Allemagne qui fonctionnent à base de mulch d'herbe, à base de prairies, avec des réductions de travail du sol qui ont des résultats assez bluffants là-dessus. Donc voilà, en Normandie, dans le Grand Ouest, l'herbe ça pousse tout seul, pourquoi pas la valoriser, pourquoi pas la réinclure dans les systèmes, mais ça demande de concevoir son système
et de pouvoir le prévoir aussi d'année en année et de savoir ce qu'on implante à chaque moment. Voilà, et puis je vous mets en conclusion que ça semble réaliste. Et après, l'idée, c'est d'avoir des pratiques culturales adaptées, bien détruire la prairie et pas faire des bêtises. On voit souvent ça, les labours profonds en février, on enfouit profond et après ça marche mal, tiens, c'est étonnant. Donc il y a tout un process à faire, à quel moment je la détruis, comment je la détruis pour que ce soit bénéfique pour la culture d'après. Et puis après, on parle toujours de sol vivant, et le sol vivant, du coup, c'est de la matière organique. Et après, vous, comme vous êtes coach en tant que paysan, hein, on coach de la vie du sol, et si le sol va bien, les cultures vont aller bien, et bien ça va être de gérer les paramètres. Et gérer les paramètres, c'est l'humidité, c'est la température. Donc il ne faut pas trop d'humidité l'hiver, on a des abris. La température, on a des voiles au début. L'été, on a de l'herbe, du mulch d'herbe ou du foin. On a une inertie hydrique, on a de l'activité biologique. Donc il faut veiller quand même à pouvoir irriguer régulièrement et avoir une vie, une activité biologique qui fonctionne, qui dégrade tout ça en fait. Les sols où ça fonctionne bien, c'est un mulch il est dégradé, un apport de fumier il est dégradé rapidement, c'est pas stocké en surface, il n'y a pas forcément un horizon noir. Souvent quand c'est noir, c'est qu'il y a une activité un peu réduite, trop froide, ou voilà, il y a un souci. Mais ça vaut le coup de réfléchir à ça et de réintégrer en tout cas dans notre endroit, notre région, l'herbe et savoir comment on utilise l'herbe. On a quelques fermes où il y a de la surface en prairie et effectivement tout est exporté ailleurs, c'est vendu, donc c'est pas un peu perdu. Mais c'est dommage parce qu'il va y avoir aussi de la cohérence. C'est souvent là-dessus que le bio est un peu critiqué, hein, parce que si on ferme les yeux, les engrais, comment c'est fait, ça vient d'où, c'est l'agro-industrie et pas forcément bio, ça vient de loin, ou les hybrides dont tu parlais tout à l'heure, je regarde pas comment ça a été sélectionné par les petits paysans indiens. Donc on peut pas être, on fait des compromis, on peut pas être super vertu et tout faire à la main, la binette, pas agressif. Mais ça donne une cohérence en fait au système bio, parce que la ressource et la fertilité, on la crée nous-mêmes et on la réintègre dans le système.